Beaucoup de LN, un petit peu de LN. On a partagé bien sûr avec Eric Jourdain de Nîmes. Alors, on connaît bien les facteurs pronostiques des sinusoïdes au diagnostic, parce que les stratifications cytométriques et moléculaires sont bien établies. Elles ont une impact thérapeutique bien établie et majeure de la connaissance du patient. Et s'y ajoute à ça maintenant l'évaluation de la réponse au traitement. Cette évaluation, on la faisait avec les techniques classiques de cytologie, la définition classique de l'ARC. On le faisait également en PCR quantitatif sur certains sous-groupes, notamment les CDF et les patients qui avaient une mutation de NPM1 qu'on pouvait quantifier au moment de la rémission, et donc apprécier la maladie résiduelle. On a un peu plus de données récentes sur l'évaluation de la maladie résiduelle en cytométrie de flux. Notamment par nos collègues des Pays-Bas, qui sont en pointe là-dessus, et donc qui permettent d'évaluer la réponse dans quasiment tous les sous-groupes, puisque en cytométrie de flux, le phénotype permet de screener à peu près 90% des patients. Et ce papier de 2020 qui est sorti en 2018, il y a quelques mois, montre maintenant qu'en NGS, on peut également faire du suivi de maladie résiduelle. En détectant les mutations au moment de la rémission après 2 cycles d'induction. On peut stratifier les patients. Ceux qui gardent une maladie résiduelle positive en IGS ont un plus haut pronostic. Ceci dit, il faut retirer du panel mutationnel les mutations de DNMT3, de TET2 et de ASXL1 qui sont des mutations de l'hématopoïèse clonale. Donc, qui peuvent persister lorsque le patient est en rémission, et qui ne sont pas forcément prédictifs de leur chute, puisque c'est de l'hématopoïèse clonale pré-leucémique ou non. Donc si vous enlevez ce qu'on appelle les mutations DTA, et que vous avez une détection de mutation non DTA, vous avez un risque de rechute qui est plus important que si vous n'avez plus de mutation. Alors ce qui est intéressant dans ce papier, c'est qu'ils ont couplé le NGS à la cytométrie. Et finalement, le NGS apporte également chez des patients qui sont MRD négatives en flux, ici par exemple, apporte en plus à la stratification des patients. Donc bien évidemment, le NGS, on l'a à peine au diagnostic, on l'a pas à la rémission, mais ce sont des techniques qui vont, à mon avis, sur les étapes qui viennent, qui vont être encore plus importantes pour le choix des traitements, notamment au niveau de certaines mutations qui sont ciblées par des traitements. Alors, la prise en charge thérapeutique dans les LAM depuis 2-3 ans. Donc, on a des sites thérapeutiques, on a des traitements plus généralistes. Et ça ne cesse d'augmenter. Donc, le panorama se diversifie. On va avoir bientôt des présentations qui sont aussi compliquées que celles qu'on a eu tout à l'heure. Par exemple, dans les LLC, où il y a tout un tas de stratification de nouveaux schémas thérapeutiques, comme dans les également. Donc, vous avez les mutations FLT3 et TD-PKD, qui sont ciblés par des éditeurs de tyrosine kinase. Il y en a 4 qui sont soit enregistrés, soit en cours d'enregistrement, soit en cours d'évaluation. Les inhibiteurs des IDH 1 et 2 qui correspondent à peu près 15 à 20% de l'ensemble des patients. Il y a 3 inhibiteurs, un l'IDH2 et nazidenib, un l'ivosinibi l'IDH1 et le FT2102 qui est un médicament de format thérapeutique qui est en cours d'évaluation pour les patients de mutation d'IDH1. On a également des nouveautés sur les RM à haut risque qui représentent à peu près 20 à 25% des patients avec le CPX-351 qui est en fait de la chimiothérapie mais sous forme liposomale qui donne des résultats intéressants dans ce sous-groupe, ce qui est paradoxal mais ce qui a été montré sur le plan clinique, on a des nouveaux inhibiteurs de DNA multitransférable des agents hypométhylants avec la guancitabine. On va voir que finalement il y a eu des espoirs qui sont un peu bouchés. Et puis il y a les modulateurs à fructose, notamment le Vitoclax, c'est Eric qui va vous en parler, et il y a des résultats très prometteurs de l'association avec les faibles ocytarabines ou les agents hypométhylants, dont un taux de rémission tout à fait important. Et donc le Vitoclax sera probablement un médicament crucial dans les LM, donc les méthylènes. On a également l'idazanutide, qui est un inhibiteur d'MDM2 qui permet de réduire la réponse spécialement trop dépendante.
testé en phase 3 en rechute qui avait aussi assez intéressant pour améliorer les résultats des chimiothérapies. Et puis vous verrez que le chemo-free c'est une réalité, enfin, beaucoup on parle dans d'autres maladies, mais dans les LM3 c'est une réalité, on guérit les patients assez facilement avec l'association A3 et arsenic sans ajout de chimiothérapie, avec des résultats qui sont tout à fait impressionnants et c'est Eric également qui montrera les jours. Les inhibiteurs de FLT3, nous avons donc l'amidostorine qui est enregistrée chez les patients fit pour la chimiothérapie intensive en induction sous maintenance. Je n'en parlerai pas parce qu'il n'y a pas d'actualité particulière en 2018. Le sorafenib, c'est un médicament qui est donné dans les cancers qu'on peut avoir même dans certaines patients qui rechutent et qu'on utilise également assez fréquemment, notamment en post-greffe. Et puis il y a deux médicaments dont je parlais, c'est le quizartinib et le gilteritinib, qui sont des inhibiteurs on va dire de deuxième génération, qui sont beaucoup plus puissants que l'amidostorine, avec un spectre d'inhibition sur la kinase un peu plus resserré que l'amidostorine, qui est plus pan-kinase. Crénoaline est également très intéressant, mais développé par une petite boîte et a du mal un peu à franchir les étapes pour arriver jusqu'à nous. Alors, l'étude qui a été montrée à l'OHA au mois de juin, c'est l'étude de quizartinib qui a randomisé des patients qui avaient la mutation FLT3 ITD et non pas TKD, puisque cet inhibiteur ne marche pas sur les mutations TKD. Et cette étude randomisait des patients qui étaient rechute réfractaire, et la rechute c'était dans les 6 mois. Donc vraiment ils ont sélectionné une population de patients qui était vraiment chimio-réfractaire. Si vous rechutez après 6 mois de rémission, vous n'étiez pas incluable dans l'étude. Donc la randomisation c'était un bras médicaments, le quizartinib, et des régimes de chimiothérapie, la plupart intensives comme le Flavida ou le MEC. Et il y avait également des patients qui avaient la possibilité d'avoir des faibles doses de cytarabine. Mais ce groupe-là était finalement très peu choisi dans cet essai, ce qui est compréhensible. En général, ce sont des patients qui sont fit ou assez âgés pour ce type de schéma et de protocole. Quizartinib était donné en induction, les patients pouvaient être greffés, puis après la greffe, ils pouvaient reprendre les traitements. Alors, globalement, l'essai est positif, puisque en taux de réponse était à peu près, c'était mieux, un taux de réponse complète et surtout l'overall response rate, puisque ce médicament-là ne donne pas d'authentique réponse complète à des restaurations hématopoïèses, mais une différence plastique dans la moindre. Le taux de réponse global était supérieur à la chimiothérapie intensive, ce qui témoigne également la chimiothérapie intensive faisait très mal, près de 20 à 30% de réponse, ce qui témoigne qu'on a vraiment sélectionné des patients chimio-résistants. Ce qu'on voit en routine, des patients qui rechutent dans les 6 mois qui sont réfractaires à l'induction sont de très mauvais pronostics lorsqu'ils ont l'alimentation. Et en survie, ça sortait, alors il y a un gain qui n'est pas majeur, mais il est significatif. Et donc, il n'y a pas tout ce qui est mucite, etc. Et c'est surtout la charge de la maladie qui donne des effets secondaires qu'on peut voir dans les tableaux comparatifs. Et surtout avoir un peu plus de patients qui peuvent aller à la greffe et puis rebénéficier du traitement. Donc c'est une première étape pour des patients qui ont vraiment un très mauvais pronostic. Et bien évidemment, ce médicament est testé en première ligne, maintenant en association avec la chimiothérapie intensive pour voir s'il peut marcher également en première ligne. Les effets secondaires à attendre ou surveiller, c'est l'amylosuppression, parce que l'inhibiteur il quitte également, donc vous inhibez FLT3 et quitte, vous avez plus d'hématotoxicité. Et la prolongation du QT qui est dose dépendant et qui se manage en faisant des électros et en adaptant les doses. Alors le deuxième qui va arriver, c'est le gilteritinib, qui est un autre inhibiteur de FLT3, qui inhibe celui-là, FLT3 ITD TKD, qui inhibe d'autres kinases intéressantes dans la réponse à la chimiothérapie, notamment une kinase qui s'appelle AXL, qui donne globalement les mêmes résultats que le quizartinib, peut-être un peu moins toxique sur le plan hématologique. Et ce médicament est également testé dans pas mal de situations dans les LR. L'étude de phase 3 en rechute réfractaire, qui est quasiment la même que celle qu'on vient de voir avec le quizartinib, a été terminée. Elle concerne les patients avec 3 ITD et TKD. Il n'y avait pas de limite au moment de la durée de rémission. On pouvait avoir le médicament après 6 mois. Et apparemment, le papier est soumis au New England Journal of Medicine, ce qui veut dire que probablement que l'étude a été positive. On aura des nouvelles, je pense, assez très bientôt, dans très proche. On verra ça l'année prochaine. Les inhibiteurs d'IDH, de IDH1, donc ivosidenib et IDH2 et nasinib, sont des médicaments très intéressants
Les mutations d'IDH1, c'est à peu près 10% des cas. IDH1, pareil, à peu près 10% des cas. On sait que ce sont des mutations qui vont conférer à l'enzyme une activité nouvelle, hein, ce sont des mutations néomorphes, et ces mutations vont converger pour synthétiser un métabolique qui s'appelle le 2-hydroxyglutarate, et ça module pas mal de voies d'aval, notamment la modulation de l'épigénose. Alors, globalement, ce qu'il faut retenir de ces médicaments, c'est publié. Donc, et les deux types de traitements qu'on trouve pareil, c'est-à-dire à peu près 30 à 50% de réponse globale, une bonne cohérence, c'est pas un cytotoxique, et une médiane de survie aux alentours de 9 mois, ce qui est pas mal chez les patients qui sont bien évidemment en rechute réfractaire après la chimiothérapie intensive. Des patients qui peuvent bénéficier du traitement sans pour autant être en réponse, donc des stabilisations de maladie, et les patients qui remontent des médianes de survie qui sont assez intéressants. Voilà. Les effets secondaires, une hyperlymphocytose initiale, qui n'est pas forcément une progression de la maladie. Il ne faut pas arrêter le traitement si les patients arrivent à 30-40 000 globules blancs, parce que ça peut passer. Et ensuite, le syndrome de différenciation, puisque ça module la différenciation des cellules leucémiques. Et ces syndromes de différenciation sont similaires à ce qu'on peut voir avec l'acide transfectinique dextrométhylène, donc on les manage de la même façon, c'est-à-dire surveillance et dexaméthasone précoce. Toutefois, ils surviennent jusqu'à 2-3 mois après le début du traitement. C'est pas comme avec la FRA où on sait très bien qu'invariablement, dans une quinzaine de jours, on peut avoir ce syndrome de différenciation. Donc les médicaments très prometteurs qui sont maintenant associés en première intention en phase 3 avec l'azacitidine, qu'on va voir également en phase 3 avec la chimiothérapie intensive chez les patients de plus de 18 ans avec des essais multicentriques et multi-groupes opérateurs, notamment OVON, MLG, alpha, philo, etc. Guadecitabine, donc inhibiteur de méthyltransméthylant, qui est en fait une prodrogue de décitabine qui permet d'avoir une meilleure exposition à la drogue avec des niveaux d'exposition améliorés, notamment prolongés. C'est le LGI 110. Alors en phase 1-2, des résultats prometteurs, notamment ici des taux de réponse qui ont un taux de réponse complète de 50%. Je rappelle que l'azacitidine, au maximum, on est à 20% de réponse complète, donc c'est pas une prometteuse, on va dire. Il y a eu 2 études qui ont été complétées. L'Astral 1, qui comparait une phase 3 randomisée, première intention dans les LM, sujets âgés, unfit pour la chimio, qui pouvait avoir la guadecitabine ou le contrôle qui était décitabine, gazalfoldocytabine. C'est ce qu'on fait en routine chez les vieux pour lesquels on dit qu'on ne fait pas de chimiothérapie intensive. Et l'étude a randomisé, je crois, 800 patients. Je pense qu'on va voir les résultats à l'âge. Elle est négative. Donc, il n'y a pas eu de différence en survie dans cette étude-là. Et puis, il y a l'Astral 2, qui était une étude où on randomisait des patients en rechute réfractaire avec on pouvait randomiser versus un agent hypométhylant, notamment le dilazate, qu'on faisait chez nous par exemple, ou chimiothérapie intensive ou autre. L'étude vient d'être arrêtée pour on va peut-être futilité, puisque l'étude intérimaire n'a pas montré qu'il pouvait y avoir un bénéfice thérapeutique à poursuivre l'essai. Et en plus, il y avait un peu plus de toxicité infectieuse dans le bras traité par guadecitabine. Donc, probablement qu'au niveau du laboratoire, les espoirs ont été douchés, le moral doit être au plus bas. Il y a Astral 3 qui est en cours d'un myodysplasie, on va voir si ça sort un peu les meubles, mais je pense que c'est cuit pour la guadecitabine dans les LM. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. CPX 351, plus chanceux. C'est de la chimiothérapie, mais finalement, quand on la donne aux patients, on n'a pas l'impression que c'est la même chimiothérapie qu'on fait avec les mêmes agents, c'est-à-dire domorubicine et citarabine. On a encapsulé un ratio molaire de 5 pour 1, c'est-à-dire qu'il y a 5 doses de citarabine pour une molécule de 5 molécules de citarabine pour une molécule de domorubicine. Et en fait, ce liposome, l'intérêt, c'est qu'il va se localiser surtout dans les sites de la maladie, la molosome. Et il est capté, alors on ne sait pas trop pourquoi, mais il est plus capté par les cellules leucémiques que par les cellules normales, par exemple.
Et donc, il y a une accumulation préférentielle dans les cellules leucémiques. C'est ce qui est évalué par un laboratoire qui a été publié avec des résultats dans des papiers qui étaient tout à fait pertinents. Alors l'étude qu'ils ont fait, ils ont pris la population de patients la pire qu'on puisse faire dans l'ALM, c'est-à-dire sujet âgé de haut risque, c'est-à-dire au risque secondaire à des médicaments, secondaire à des chimiothérapies ou des traitements cytotoxiques, les thérapies relatives ML. Des patients qui étaient des neurones avec des karyotypes de type MDS, donc des karyotypes de haut risque. Ils ont fait l'étude dans cette population-là, avec la chimiothérapie. Le standard, c'était la 3+7 classique, cytarabine zono, la limite était à 60 mg², il y avait un multi d'induction, 2 consos, et puis... alors le CPX, donc c'est J1, J3, J5, avec une pompe spécifique, 100 unités m² au départ. Puis vous pouvez avoir une réduction si vous n'êtes pas un RC, puis dans l'étude, il y avait 2 consolidations baissant la dose, en ne faisant que le J1 et J3. Et le 3+7, on n'a pas décrit, c'est le champ. Alors les résultats en termes de réponse, il y avait à peu près 50% de réponse avec le médicament, il y avait 33% de réponse avec le 3+7, ce qui est pas bon, mais bon, c'est une population qui est, on va dire, chimio-résistante de base. Et puis on a une différence en survie qui est significative. Le CTX a fait beaucoup mieux que le 3+7, ce qui fait que ce médicament-là a eu l'AMM aux États-Unis, il est donné l'argamanu dans cette indication, et a eu l'AMM également en Europe, puisque depuis 3 mois à peu près, il a eu l'AMM. Alors ce qu'on peut voir également chez les patients, c'est une étude de landmark, les patients qui ont été allogreffés, c'est-à-dire qui ont été en rémission complète, soit avec la chimiothérapie standard, soit avec le CPX, arrivent à la greffe, ils sont greffés, on a l'impression, pour une fois c'est une étude en analyse des résultats par les mais on a l'impression que le CPX profite également aux patients qui ont été allogreffés. Alors peut-être qu'ils avaient une meilleure réponse, au fond on ne sait pas trop, peut-être qu'il est en meilleur état général, parce que finalement quand on fait ce médicament-là, les gens ont une tolérance qui est tout à fait extrême, tout à fait correcte. On ne voit pas trop de diarrhée, on ne voit pas trop de mucite. Les gens gardent même leurs cheveux, on a fait 4 ou 5 à la fin de l'induction, on a pu voir leurs cheveux. Donc c'est peut-être des marqueurs indirects pour montrer que c'est vraiment le médicament qui va se mettre dans la moelle osseuse et pas ailleurs. Et qu'il y a une très bonne tolérance par rapport aux chimiothérapies libres. Donc un médicament qui va peut-être percer dans cette indication-là, l'indication du XCO sera les LM thérapie relative ou MRC. Alors MRC, la définition de MRC, c'est anomalie chromosomique DSMD. Donc il faut regarder la liste des karyotypes DSMD parce qu'elle est très particulière, elle est sur les karyotypes complexes, mais après il y a tout un tas d'anomalies qui sont très rares. Il n'y a pas les anomalies de haut risque, par exemple, comme les inversions du 3 ou 6-9, qui sont dans un autre sous-groupe de l'OMS. Vous avez des patients qui ont l'antécédent syndrome-hémispasique, donc ça c'est assez simple à voir. Et puis surtout la dysplasie. Alors là, tout dépend du cytologiste. Les indications vont dépendre finalement des cytologistes. Il va falloir avoir la description sur le compte rendu cyto. Il y a de la dysplasie dans plus de 50% des cellules sur 2 lignes. Voilà. Ça, c'est une MRC, une définition de MRC, et lorsque vous avez ça, vous pouvez être l'indication du XCOS. On va passer au LAL, donc c'est 2 diapos que j'ai fini. Pour signaler les résultats du GRAD qui ont été publiés cette année en 2018, le GRAD 2005 qui était en fait la continuité du message du GRAD qui était de dire dans les LAL il faut faire comme les pédiatres, c'est-à-dire faire plus fort, avec plus de drogue, etc. Donc ça c'était ce qu'on avait mis en évidence début des années 2000 en comparant ces stratégies contre ce qu'on faisait avant. C'était pas des stratégies randomisées, c'était ce qu'on faisait avant. Avant c'était l'ALA 94, qui était quand même des chimiothérapies qui étaient faiblement dosées, on va dire. En faisant ça, on montrait qu'il y avait une nette amélioration de la survie. Là, dans cette étude du GRAD 2005, c'était prospectif randomisé, où on prenait le schéma pédiatrique like, et la question posée, c'était augmenter encore les doses de vendoxant. Ben, finalement, ça ne sert à rien d'augmenter les doses de vendoxant, puisque les courbes de survie et de FS étaient les mêmes. Donc le concept d'augmenter les doses a ses limites, et je pense qu'on les a atteintes dans cette indication. Alors le deuxième message du GRAD 2005, c'est qu'il y a un âge limite au-delà duquel ça commence à être un peu délétère de faire des chimiothérapies. Ce type-là, c'est des patients plus de 55 ans. Là, on voit que clairement, il y a un décrochage en termes de toxicité thérapeutique qui est
qui vient interpeller le patient. Et du coup, les nouveaux essais du Graal stratifient l'intensité des traitements en 45 jours. Voilà, et enfin, moi je ne parlerai pas des carticelles dans les LAL, puisqu'on sait que ça fonctionne, mais comme je ne l'ai jamais prescrit, je n'en parle pas. Je parlerai simplement d'un abstract de Nash, toujours du Graal, pour les LL, pour Philadelphie, où là, laissé en Louise des consultations intensives avec citalopram, méthotrexate ou méthotrexate seul, dans l'idée toujours de désescalader la chimiothérapie depuis qu'on a des médicaments inhibiteurs de BCR-Nelson, et dans cette étude, c'est le niotine qui a été choisi. Alors, c'est une étude intérimaire qui rassure un peu les troupes, puisque sur les 60 premiers patients qui ont été inclus, on a 98% de rémission complète, donc vraiment là, tous les patients sont RC. Le seul patient qui n'était pas RC est un décès toxique. On voit qu'en termes de réponse moléculaire, le taux de réponse moléculaire majeur est de 80% après l'induction, et après 4 cycles, il est de 93%, donc le taux de réponse est excellent. La greffe est laissée au choix, soit vous autogreffez, soit vous allogreffez. On voit finalement que les gens préfèrent faire de l'allogreffe plutôt que de l'autogreffe, ça dépend des centres. Et puis vous voyez également la survie à un an qui est tout à fait excellente, et donc on est rassuré du fait de baisser encore un peu la dose de chimiothérapie dans les L pendant Philadelphie. J'en ai terminé, je laisse la parole à Yannick. Tu vas arriver à faire le switch. Je vais essayer. Tu l'as intitulé. Ah oui, c'est bon. Merci. Donc on continue un peu le tour d'horizon là sur les leucémies aiguës. Alors moi j'ai choisi de vous parler comme ça s'intitulait d'une ASH à l'autre. J'ai choisi un sujet qui était où j'étais à peu près sûr qu'il allait se maintenir d'une ASH à l'autre, que je trouverais des données sur à peu près tous les congrès. C'est la question qui n'est pas très claire pour moi et que j'ai essayé de fouiller un peu, qui est la question de l'allogreffe en première RCDLM chez les sujets, on va dire, âgés au sens de la leucémie aiguë, c'est-à-dire au-delà de 60 ans, c'est-à-dire dans la tranche 60-70 ans. Pour la greffe première RC des moins de 60 ans, c'est assez clair, mais dans cette tranche d'âge-là, c'est un peu compliqué avec des résultats d'études rétrospectives qui donnent des informations un peu contradictoires. L'allogreffe semblerait faire diminuer le risque de rechute, mais n'améliorerait pas la survie. Quels seraient les groupes qu'il faudrait allogreffer donc il n'y avait finalement pas tant de données que ça dans la littérature, et comme les indications ont tendance à s'élargir, la question se pose. Alors tout le monde y va un peu de son étude, et donc ça c'est des données de la SH de l'année dernière. C'est le groupe Alpha qui présentait sous la plume de Claude Gardin, qui a bien pu me prêter quelques-unes de ses diapos, le résultat de l'essai Alpha 1200, qui était une étude qui en fait donc chez des sujets au-delà de 60 ans, donc avec une induction IDA assez classique, et ensuite 2 consolidations avec de la racée à dose intermédiaire. La première cure de la racée à dose intermédiaire pouvant servir de traitement de rattrapage, et donc ces malades pouvaient être allogreffés après 3 cures, c'est-à-dire une induction et 2 cures de conso, ou une induction en rattrapage et une cure de conso. Ils étaient allogreffés dans de bonnes conditions, c'est-à-dire avec un donneur apparenté ou un donneur 10-10. C'était du conditionnement atténué, mais il n'y avait pas de recommandations particulières. Alors, avant de vous montrer les résultats de l'allogreffe, je vous montre les résultats un peu généraux de cette étude, et notamment la répartition en fonction des sous-groupes de pronostic de l'ELN, des sous-groupes cytogénétiques de l'ELN.
pour vous montrer un truc, c'est que dans le groupe intermédiaire ici, la médiane de survie est à 22 mois, ce qui est beaucoup quand même pour une population comme ça. Et donc il faut garder ça en tête parce que ça explique peut-être certaines choses qu'on va voir par la suite. Alors le résultat de leur travail, c'est que en fait il n'y a pas de différence entre les malades qui sont allogreffés. Il y avait 214 malades qui étaient éligibles pour la greffe, donc qui étaient les gens qui arrivaient en rémission complète. Il n'y a pas de différence entre, même si les malades greffés ont l'air d'aller mieux, statistiquement c'est pas différent. Et quand on fait des analyses en sous-groupe, en fait on voit, si vous regardez ici, les intermédiaires qui sont en très plein, en fait les intermédiaires font pareil avec la chimiothérapie ou avec la greffe, et le bénéfice est par contre assez net, voire très net, dans le groupe de haut risque. Les malades qui ont eu la greffe vont beaucoup mieux que les malades qui ont eu la chimiothérapie et qui, de ce fait, n'ont pas été les malades qui n'ont pas été allogreffés. Et donc, la conclusion de Claude Gardin et de l'ALPHA, c'est que finalement, il y a une indication à allogreffer les malades qui sont de haut risque de pronostic. En fait, ce qui explique peut-être ça, c'est qu'ils ont un groupe intermédiaire qui donne des très bons résultats, y compris avec la chimiothérapie. Et c'est d'ailleurs un de leurs arguments pour dire qu'il ne faut pas allogreffer les malades. Parce que si on manipule bien la chimiothérapie, si on a de bons résultats avec de la chimiothérapie bien faite, on peut arriver à des résultats aussi bons qu'avec l'allogreffe. On sait que le groupe alpha, et en particulier les Bombré, ne sont pas des grands fans de l'allogreffe. Alors, à l'EHA, il y avait un papier de l'ECOG ACRIN, qui est la version monde de l'ECOG. C'est l'ECOG plus des différents centres dans le monde entier, qui présentait une étude assez comparable donc, sur des malades de plus de 60 ans, donc 727 malades de plus de 70 ans, et c'est une étude randomisée entre un 3+7 classique avec des consos par arracé à dose intermédiaire contre de la clofarabine. Alors, bon, ça c'est déjà un problème parce que vous verrez que dans l'analyse donneur contre non-donneur, tous les malades n'ont pas eu exactement la même chose et c'est pas sûr que ça soit comparable, d'autant que le papier a été présenté et que la clofa faisait plutôt moins bien que le 3+7. Donc la question, enfin ce qui présentait dans l'abstract, c'était l'analyse des malades qui avaient été allogreffés en première RC après une conso, conditionnée avec un conditionnement atténué et dans les mêmes conditions que tout à l'heure, soit un donneur apparenté, soit un 10-10. Donc 360 malades en RC, 135 malades avaient un donneur et ils ont allogreffé 61 plus 55, ce qui fait pourquoi 61 plus 55 parce qu'il y avait des critères d'allogreffe stricts selon le protocole et qu'il y a beaucoup de malades qui ont été allogreffés pas strictement dans les recommandations du protocole, mais qui ont été allogreffés malgré tout. Donc, dans cette étude, en fait, on voit que aussi bien en survie qu'en EFS, on a une amélioration et un bénéfice aux malades qui sont allogreffés, donc qui ont un résultat qui est meilleur. Et dans l'analyse multivariée, on voit que c'est plutôt les malades défavorables qui tirent la courbe vers le haut, donc ils semblent aussi, comme avait l'air de le dire le groupe alpha, qui ont l'air d'être ceux qui bénéficient le plus de l'allogreffe. On va jusqu'à la SH de 2018, c'est-à-dire celle qui n'a pas encore eu lieu, et Régnier de Villiers qui va présenter pour le groupe philo l'étude qui a été faite au sein du philo dans ce genre de situation, donc une étude rétrospective sur 6 centres de malades allogreffés entre 2007 et 2017, donc de malades entre 60 et 70 ans, pareil, les intermédiaires, les non favorables, allogreffés en RC. Alors, il y a toute une partie qui est assez intéressante dans sa présentation que je ne vous montrerai pas parce que voilà, il faudra que vous écoutez à la SH puisqu'il est à l'oral. Je vous montre les trucs plus classiques. Ça, c'est donc 521 malades. Voilà, vous avez la répartition entre les intermédiaires et les défavorables. Et au total, donc 38%, un taux de greffe de 38%, ce qui est moins que dans
que dans l'étude précédente. Et on a des courbes, donc ici en survie, ici en RFS, entre les allogreffés et les pas allogreffés, qui montrent une très nette différence et un très net bénéfice à l'allogreffe en termes de survie. J'attire juste votre attention quand même sur la faiblesse du bras comparateur, qui fait quand même pas très bien, pas bien du tout même, en tout cas par rapport à ce que montrait par exemple le groupe alpha. Donc en fait on a l'impression que l'allo donne un peu des résultats comparables d'une étude à l'autre, et que c'est finalement la qualité ou les résultats du bras comparateur qui fait qu'on a ou qu'on n'a pas de différence. Ça, c'est l'analyse dans le sous-groupe intermédiaire, donc on voit qu'on a un bénéfice aussi bien en survie qu'en RFS dans les karyotypes intermédiaires, et ça c'est les défavorables, et c'est pareil, on a là aussi une amélioration donc, dans les deux types de sous-groupes cytogénétiques. Et ils ont regardé, si dans la tranche 60-70 ans, il y avait une différence entre les jeunes vieux et les vieux vieux. En fait, non, là aussi, le bénéfice semble être pour tout le monde. Mais encore une fois, on a une situation avec un bras comparateur qui est, à mon sens, pas terrible. Je change de sujet. Christian vous a dit qu'il y avait un truc qui avait l'air relativement intéressant. C'est l'association Vidaza Venetoclax. Donc il y a cet abstract qui avait été présenté à l'EHA, qui est en fait la phase d'extension d'une phase 1B qui a été publiée au début 2008 dans Lancet Oncology. Donc il y a beaucoup plus de malades dans l'abstract qui n'en était présenté dans le papier du Lancet Oncology. Donc c'est des malades de plus de 65 ans, avec presque une médiane à 75, puisqu'il y avait 43% de malades qui avaient plus de 75 ans. Un certain nombre de malades assez graves, avec des karyotypes défavorables, des LM secondaires, 10% de mutations FLT3-LTD, de mutations TP53. Et donc le schéma comparé de l'azacitidine selon le schéma classique, c'est-à-dire 75 7 jours, ou de la décitabine 20 mg 5 jours, associé à du Venetoclax, soit à la dose de 400 mg, soit à la dose de 800 mg. Le 400 donc, était donné tous les jours pendant 28 jours et administré progressivement. C'était 100 le premier jour, 200, puis 400, et dans le bras 800, c'était 100, 200, 400 et 800. Donc une progressivité assez rapide quand même. Et voilà ce que ça donne donc, en termes de résultats. Un taux de rémission complète et de RCI à 67%. Alors qu'il soit associé, que le Venetoclax soit associé à l'azacitidine ou à la décitabine, c'est pareil. Et des résultats qui semblent un peu meilleurs pour le Venetoclax 400. Et donc c'est pour ça que c'est celui-là qui a finalement été gardé pour les études de phase ultérieure. Et une médiane de survie à 17,5 mois, ce qui est quand même assez intéressant. Je vous rappelle que le Vidaza seul dans l'essai ASA AMX001 du GFM, il y avait 28% de rémission complète et une médiane à 10 mois, ce qui est un peu la chose habituelle. Donc là, on est à 17 mois, ça donne des résultats qui sont assez intéressants. Et en fait, quand on regarde dans les sous-groupes, on a le bénéfice qui est conservé dans tous les sous-groupes. Là, c'est la cytogénétique, que ce soit les intermédiaires ou les graves, les LAM, des nouveaux ou les secondaires, les sujets les plus jeunes ou les moins jeunes. Le bénéfice semble se confirmer dans tous les sous-groupes, donc ce qui semble relativement intéressant. Et en termes de tolérance, il n'y a pas eu du tout de syndrome de Lise, malgré le schéma avec l'augmentation relativement rapide. La tolérance, le problème de tolérance est essentiellement hématologique. 30%, 25% de thrombopénie, une mortalité relativement faible. Alors, à titre personnel, je ne sais pas ce qu'en dira Christian,
les gens de la salle qui ont pu en avoir l'expérience, mais on en a fait quelques-uns. Je trouve que c'est un peu optimiste sur le plan de la toxicité, parce que nous, les quelques manettes qu'on a fait, je trouvais que ça ne se passait pas aussi bien que ça quand même, et que c'était quand même bien plus toxique que le Vidaza en monothérapie. Et puis pour finir, je vous montre, pour donner un peu d'espoir, dans la leucémie aiguë, les courbes donc, de l'actualisation à très long terme du papier de Lococo sur l'association Atra-Trizénox dans les leucémies aiguës provélocitaires. Donc 266 malades randomisés, un follow-up qui est maintenant de 66% et une survie globale. Donc c'était randomisé Atra-Trizénox contre Atra-Chimio, et donc on est à 97% de survie globale contre 77%. Voilà, avec quand même des résultats qui sont assez intéressants. Donc je serais un peu comme toi tout à l'heure, à dire que la chimiothérapie c'est fini dans les LM3, il faut, en tout cas dans les formes qui ne sont pas de haut risque, c'est-à-dire les formes non hyperleucocytaires, il faut arrêter de faire la chimiothérapie et faire du chémo-free avec la Trizénox. Les toxicités sont connues et gérables, on va dire, l'allongement du QT, la neuropathie. Il y a dans cet abstract des notions sur les cytolyses un peu tardives qui sont pas très bien expliquées. Donc il y aura peut-être des choses en tout cas, il faut être attentif à cette question-là. Voilà, je vous remercie.